Donc si vous voulez, vous avez une lecture à travers les couches. Vous avez la couche IaaS, la couche PaaS et la couche SaaS, donc la couche infrastructure, la couche plateforme et la couche software as a service. Et vous allez trouver donc les différents acteurs traditionnels de l'IT se positionnant sur ces différentes couches. Vous avez le gros rond bleu, là, donc c'est les cloud providers, ce sont les acteurs, Pierre en parlera tout à l'heure, qui sont aptes à se positionner sur les différentes couches métiers qui composent le cloud computing. Donc on va penser principalement à Microsoft, Amazon, Google, puis des acteurs comme Salesforce, qui sont peut-être sur les deux couches du haut et qui vont aller vers les couches du bas. Et puis bon, on va voir que c'est une vraie bataille qui se joue entre ces grands acteurs, IBM également. Dans le cadre de la Dell, je ne citais pas d'acteurs. Voilà, là, on est entre nous. Sur la couche IaaS, on va voir quel type d'acteurs. Outre les cloud providers, on va voir les acteurs qui sont les loueurs de salles, managent les colocation providers. Donc ça, sont des valeurs qui sont devenues très importantes, qui sont apparues il y a quelques années. C'est donc la gestion des data centers, soit juste la location de salles, soit la location de salles avec des services. On a vu avec des services en plus. On a eu des sociétés qui sont devenues très importantes en quelques années à apparaître, des sociétés comme Equinix, Telecity, Rackspace, et qui occupent des positions très importantes sur le sujet. Et donc ça, c'est l'élément data center, c'est quelque chose qui est devenu très important. Vous avez propriétaire de ces fermes de données, je crois que ça s'appelle. Tout à fait, oui. Ferme de serveurs. Ferme de serveurs, soit qui louent simplement, soit qui opèrent et qui proposent des services. Des services autour. Tout à fait. C'est les data centers géants, avec les gros problèmes de consommation électrique, de refroidissement, etc. C'est leur métier. Si vous permettez, là, peut-être une petite anecdote, parce que Béatrice et moi, nous sommes partis écouter une présentation faite par Microsoft la semaine dernière sur le cloud computing. Ouais. Et une des choses dont il parlait, c'était justement Microsoft a investi dans 2 énormes data centers en Europe. Il y a un centre à Amsterdam et un autre à Dublin. Et l'intervenant nous racontait qu'il l'avait mis à Dublin parce que au niveau du refroidissement et des vents, c'est le meilleur endroit et que ces data centers sont tellement énormes qu'on travaille aujourd'hui sur une réflexion que de faire tourner les données. N'oubliez pas que tout est virtuel, donc on peut faire comme on veut, on est détaché des machines physiques. On peut faire tourner les données autour de la Terre en fonction de là où le soleil se couche pour pouvoir refroidir au mieux les données, pour stocker les données là où le soleil est en train de se coucher, où il fait moins chaud. C'est quand même assez extraordinaire. Pour éviter les problèmes de consommation d'électricité. La surchauffe, la surchauffe et la consommation électrique sont un des gros problèmes, ce qui fait que beaucoup des data centers en Europe sont situés au nord de l'Europe, et puis il y a le backbone qui descend aussi du nord de l'Europe, donc les data centers s'agrègent autour de ça. Bon, par ailleurs, l'Irlande a développé d'autres types d'attractivités qui fait qu'il y a beaucoup aussi d'activités informatiques en Irlande, comme vous le savez, mais par exemple, Orange cherche à va construire un très gros data center. Il va le construire près d'une centrale électrique. Donc Orange a dû avoir des discussions très longues avec EDF près d'une centrale nucléaire pour décider la localisation de son data center géant. Et un data center géant, c'est minimum 500 millions de dollars, les gros data centers que vous étiez tout à l'heure. La limite, parce que c'est ça qui peut être assez clair dans le cloud computing, c'est la limite de la virtualisation. Il y a quand même toujours quelque part une installation lourde et physique. Voilà, c'est une industrie lourde. Il ne faut pas décupler. pas se tromper. Avant, on avait ces data centers et ils étaient limités déjà par la machine physique. Et aujourd'hui, avec de gros data centers, on arrive encore à décupler l'espace disponible grâce à la virtualisation. Donc on atteindra, je pense pas qu'on on est loin peut-être de l'infini, mais en tout cas ça ouvre des espaces de stockage extrêmement importants. Tout à fait. Donc pour continuer la couche service, donc les acteurs du service qui sont tout à fait en mesure de se positionner sur ces trois couches, soit en tant qu'éditeur cloud,
en proposant des solutions, soit toujours du développement spécifique, soit des solutions plus packagées comme qui se prêtent au SaaS. Ils peuvent pour leurs clients opérer un data center. Ils peuvent également eux-mêmes posséder des data centers ou louer des data centers pour y proposer leurs services. Donc voilà. Mais c'est une industrie qui de toute façon est confrontée à un repositionnement stratégique, l'industrie du service. Et puis les éditeurs de logiciels. Donc les éditeurs de logiciels, vous avez, c'est aujourd'hui la couche où il y a, qui est la plus importante en termes de part de marché, la couche SaaS par rapport au PaaS et au IaaS. Les éditeurs peuvent soit interagir directement avec les utilisateurs finaux, soit quand ils n'ont pas entre guillemets la possibilité de se positionner également, par exemple sur les questions d'infrastructure, soit se porter dans les environnements fournis par les cloud providers, ou également travailler avec des sociétés de services qui notamment font les couches intermédiaires pour la gestion de leurs ressources dans les fermes de serveurs. Donc on voit. Si vous trouvez ce transparent confus, ce qu'il est, c'est qu'en fait, les différents acteurs qui tournent aujourd'hui dans l'informatique traditionnelle voient leurs clients, leurs fournisseurs, leurs partenaires évoluer de façon très différente avec le modèle du cloud computing. Et toute cette chaîne de valeur est bousculée. Et de fait, il n'y a pas aujourd'hui de modèle qui représente de façon simple la situation où on va. On est dans un espèce de maelstrom qui est finalement très bien représenté par la transparence de c'est que ça tourne un peu dans tous les sens. Et je ne voudrais pas que vous jetiez la pierre à ce transparent ou à celui qui l'a dessiné en disant c'est compliqué, parce que c'est compliqué. C'est effectivement en plein chamboulement. Les éditeurs de logiciels traditionnels voient leur modèle économique bouleversé. Les sociétés de services qui avaient l'habitude de gérer la complexité pour les directions informatiques, pour les utilisateurs, voient leur métier changer. Et donc tous ces acteurs sont en train de se repositionner. Et j'aurai l'occasion tout à l'heure de vous donner quelques exemples de ces repositionnements et dans quoi leur métier est impacté par... Et il n'y a pas de remplacement boîte pour boîte. Béatrice a posé tout à l'heure la question, est-ce que le plateforme remplace le système d'exploitation? Oui et non. C'est-à-dire, c'est un peu, mais ça rentre pas. Les interfaces sont pas aux mêmes endroits, ça rentre pas dans la même chose. Donc, il faut être agile et flexible dans la tête, parce que c'est encore une industrie en plein changement. Tout à fait, voilà. C'était donc une tentative de modélisation. Peut-être qu'on y verra plus clair dans quelques années, et que les schémas sont plus simples. Donc là, on voit que le SaaS est le gros driver du marché aujourd'hui, suivi du IaaS, et puis du PaaS qui pour l'instant qui a un démarrage évidemment assez timide, illustré à droite en termes de part de marché et de maturité. Alors, c'est ce qu'on illustrait, donc ça c'est une taxonomie, on en trouve plusieurs sur internet, elles sont plus ou moins valables, qui essayent de positionner les acteurs en fonction donc de leur présence ou non sur telle place du marché. Et puis, voilà, donc ça c'est la partie politique publique que l'AFDEL a souhaité intégrer, vous le verrez dans ce document. C'est-à-dire qu'évidemment, en France, on ne dispose pas, d'ailleurs vous l'avez vu en taxonomie, je reviens, il n'y a pas si je ne me trompe, il n'y a pas d'acteur français. Donc on a un petit souci en France, on a des PME très innovantes, notamment dans le domaine du SaaS, mais bien placé à l'AFDEL pour le savoir. On a les grands acteurs également du service, c'est par Capgemini, mais directement positionnés sur le cloud comme acteur de référence sur ces couches, c'est absolument pas le cas. Donc, on a élaboré, dans le cadre du groupe de travail de l'AFDEL, certaines propositions qui ont abouti à certaines décisions, notamment du grand emprunt, à savoir d'accorder une enveloppe conséquente au développement, enfin conséquente, tout est relatif dans ce domaine, au développement du cloud computing en France. Et il y a notamment un projet
qui associe aujourd'hui Dassault Systèmes, donc éditeur, Orange, opérateur de réseau, et Thales pour sa spécialité dans la sécurité, un projet de création d'entreprise nouvelle, c'est pas un projet de consortium, pour proposer demain une offre en mode cloud. Et on verra également que des acteurs comme Orange Business Services se positionnent sur certaines parties de ce métier. Une offre nationale qui permettrait de rassurer les entreprises publiques, c'est ça le but ? Alors, qui permettrait de rassurer les entreprises publiques, et puis qui permettrait, face à ce rôle qu'on qualifiait de structurant tout à l'heure des plateformes, qui permettrait de proposer un certain nombre d'alternatives, notamment au rôle de plus en plus prégnant que prennent certaines plateformes et certains environnements aujourd'hui. On voit qu'il y a des regroupements stratégiques qui se font autour de certains standards, autour de certaines solutions, et que ça va devenir demain, si vous prenez le modèle de l'Apple Store par exemple, pour proposer une application iPhone, bon, mais il y a tout un système d'élection, il y a tout un système de redevance qui conditionne l'accès aux offres, donc il y a des gens qui se font entre guillemets fermer l'accès à ces plateformes, donc bon, ça va proposer un certain nombre de sujets. Pour conclure avant la pause, quelques pistes, je ne suis pas plus juriste qu'ingénieur, mais quelques pistes sur les retours que j'ai eus de la part de clients notamment, sur comment peut-être se poser la problématique sur ce plan-là. Alors d'abord on voit que c'est une chaîne de valeur, vous l'avez vu, avec des représentations complexes parfois. Et derrière cette chaîne de valeur, il y a une information qui transite entre différents acteurs. Les acteurs, on va voir que souvent, à minimum, il y a une relation tripartite, quand on adresse par exemple ces trois couches, sauf à ce qu'on s'adresse directement à un cloud provider. Et même si facialement, on a affaire à un seul interlocuteur, il se peut que derrière, il y a une série qui se traduit sur le plan contractuel d'interlocuteurs auxquels on pourrait finalement un jour avoir affaire. Par ailleurs, c'est une informatique, c'est une chaîne de l'information qui est déterritorialisée au niveau des acteurs économiques, vous l'avez bien compris, et donc ça va poser évidemment des sujets assez importants en termes de législation nationale, en particulier pour ce qui concerne les données. Est-ce qu'on est sous quel cadre de législation on est? Est-ce qu'on est dans un cadre de transit de données? On fait Safe Harbor et autres sujets. Sur le choix des juridictions également, en cas de litige. Et puis sur les relations de propriété intellectuelle complexes que ça peut impliquer, puisque par exemple quand on confie sa solution à un distributeur, à une plateforme, qu'advient-il en cas de problématique de propriété intellectuelle? Donc il y a aussi évidemment le régime de la propriété intellectuelle qui est concerné par ce type de relation. Souvent tout ça va se concrétiser par ce qu'on appelle, vous connaissez certainement bien des SLA, Service Level Agreement, qui sont avec certains acteurs non négociables, ou parfois négociables, mais leur caractère négociable implique un coût souvent très important. Et puis, quand même, on aurait négocié les bonnes SLA, encore faut-il pouvoir en mesurer la réalité, les vérifier. Il y a des acteurs d'ailleurs assez intéressants qui se positionnent sur ce sujet, qui permettent de tester, selon des cas de configuration multiples, la disponibilité et la réponse en tout endroit du monde et en toute configuration matérielle possible de l'application que vous avez confiée à un tiers pour la distribuer. Et puis savoir, quand on lit quand on parle de SLA avec des temps de disponibilité de 99,9%, et le 0,1%, ça se traduit sur une année par 10 heures, si mon calcul est bon, d'indisponibilité, et que 10 heures d'indisponibilité, c'est relativement beaucoup. Puis quand vous allez regarder, ne serait-ce que sur les webmails, les SLA qui sont garantis, vous verrez que finalement, la question de la garantie, c'est un vrai sujet.